Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette émission du 27 mai 2025 et il est l'heure désormais d'ouvrir notre page interview et de réouvrir surtout notre page monnaie puisque ce matin nous allons nous interroger sur l'un des piliers les plus discrets mais les plus puissants de nos sociétés, la monnaie. À l'origine, elle devait simplement faciliter les échanges mais au fil des siècles, cet outil s'est automatisé, il s'est sophistiqué, financiarisé, numérisé jusqu'à peut-être prendre le contrôle du jeu économique, social et même politique. Aujourd'hui, les banques américaines préparent un stablecoin commun, les banques centrales testent leur monnaie numérique et certains parlent déjà de monnaie dynamique, programmable et intelligente. Alors, outils ou maîtres, innovation ou contrôle, et surtout qui décidera de la monnaie de demain? Eh bien, pour parler de tout ça et de ces questions passionnantes, j'ai le plaisir d'être avec Yann Le Floch. Bonjour Yann. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Yann d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation et d'être notre expert sur ce sujet ô combien passionnant et surtout ô combien d'actualité. Yann, en introduction de votre intervention, est-ce que la monnaie est devenue un outil obsolète? Elle est duale. Elle est extrêmement moderne. La monnaie, aujourd'hui, on le voit au travers des projets de monnaie digitale de banque centrale, au travers des projets de stablecoin, comme vous l'évoquiez, au sein des banques américaines, au travers de projets de tokenisation. Et en même temps, elle prend sa source dans des fondements assez moyenâgeux, au sens strict. Les réserves d'or, avec des banques d'escompte qui ont été créées. Les chèques, les billets qui finalement sont des chèques à part entière, et le métal. Donc en fait, on est dans une forme de dualité entre une modernité extrêmement forte qu'on ne contrôle pas nécessairement et qu'on ne comprend pas nécessairement, et un caractère ancestral, voire moyenâgeux, qui peut laisser augurer toute forme de dualité par rapport à l'usage de l'outil. Ok, mais donc alors justement, vous nous dites, c'est toute la complexité et le sel de votre intervention, c'est que finalement, il y a une sorte de schizophrénie autour de la monnaie. Est-ce que, comme vous l'avez dit, les grandes banques américaines sont en train de reprendre la main sur leur métier premier, qui est la gestion et le prêt. Pour ça, elles envisagent la création d'un stablecoin commun. Est-ce que l'on peut dire que la monnaie est en train de est devenue même le maître du jeu économique? Je me souviens, quand on était adolescent, il y avait une chanson des Nègres Marrons, c'est la monnaie qui dirige le monde. Exactement. Mais regardez ce clip encore, vous verrez, il est toujours d'actualité. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la monnaie a toujours été le maître du jeu. Pourquoi? Au travers l'or, les réserves d'or, l'or qui était à l'origine de guerres, de conflits internationaux, et c'est toujours, à certains égards, le même sujet aujourd'hui sur certaines problématiques. Donc oui, la monnaie contrôle le jeu, fait le jeu. Maintenant, dans l'initiative des banques américaines de créer un stablecoin, je crois qu'il y a beaucoup d'intelligence et de pragmatisme par rapport au fait de s'adapter à la réalité des cryptos, des stablecoins, que ce soit l'USDC ou le Tether, et quelque part de se dire on va être présent sur le marché. Donc ça, il faut le saluer. Ils défendent le dollar ainsi, ils défendent leur position bancaire, quelle que soit l'évolution technique de marché des différents marchés monétaires à quelques raisons près. On sait que dans les marchés dits émergents, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, il y a un usage des cryptos et des stablecoins qui sont assez marqués. Donc là, les banques américaines se positionnent comme défenseurs de leur intérêt et du dollar. Et je crois qu'on ne peut que le saluer. En France, il y a Société Générale qui est active sur le sujet, on le voit. Peut-être qu'à l'échelle de l'Europe, il serait nécessaire d'avoir peut-être plus de consolidation. Certes, il y a un projet de monnaie digitale de banque centrale qui est actif, mais on peut se demander si l'agilité d'une banque centrale est suffisante pour, quelque part, dans des jeux de marché, quelque part pour défendre l'intérêt de l'euro ou l'intérêt de l'Europe sur ces points-là. C'est quoi l'intérêt de l'Europe? La puissance économique, okay. La puissance politique, la puissance géopolitique. La puissance écologique, la puissance sociale, la puissance éthique aussi. Exactement. Alors ça, c'est un sujet essentiel sur les monnaies dites digitales et programmables. Est-ce qu'il faut mettre aussi ce genre de sujet, de valeur dans le jeu? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Yann? C'est une bonne question. Est-ce qu'il faut les mettre au centre du principe monétaire? Moi, je questionne ces sujets. Oui, je sais. J'ai pas nécessairement
je dirais, une réponse absolue. Je pense que ça peut être une très bonne chose comme une très mauvaise chose. Je me souviens échanger sur ces sujets avec Alain Bauer. Il avait une phrase qui, moi, m'avait marqué. Il m'avait dit les monnaies programmables, c'est comme l'atome, ça peut sauver ou ça peut tuer. Et je trouvais que c'était un commentaire, ça datait de 5 ans en arrière, c'est un commentaire qui est extrêmement lucide. Donc on est comme sur la maîtrise de l'ADN ou des sujets, comment dire, sensibles. C'est-à-dire, que va-t-on en faire au-delà de l'outil? Est-ce qu'il faut comment dire, intégrer... On a des problématiques environnementales aujourd'hui, on le sait. Peu importe, comment dire, ce qu'on peut penser du réchauffement climatique ou pas, mais on sait qu'il y a des problématiques de pollution en général. Exactement. Voilà. Exactement. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Ouais. Voilà. On a des problématiques sociétales avec des gradients économiques de répartition des richesses qui sont extrêmement forts. Et qui sont... Les gradients, c'est jamais bon pour personne, parce que ça crée des tempêtes, ça crée des déséquilibres. Comme ça, vous dites que la monnaie, c'est moyenâgeux, mais depuis le Moyen-Âge... Alors, sur les décennies récentes, Thomas Piketty, par exemple, nous dit qu'on est à des niveaux qui datent d'il y a un siècle en arrière en termes d'inégalité. Moi, je ne suis pas du tout... Oui, effectivement, sans rentrer sur ces principes... Mais il y a des questionnements de fond pour chercher un équilibre. Le marché, c'est l'équilibre, c'est la recherche d'équilibre. C'est vrai. Et donc, l'économie de marché de capitaliste, elle est basée sur la recherche d'équilibre. Et historiquement, de recherche d'équilibre économique, plus que d'équilibre financier, voire même, comme je le voyais tout à l'heure, vous parliez du DAX, où est l'équilibre de marché, où est la rationalité de marché du DAX aujourd'hui? Éric Séban, vous mettez en avant le fait que c'était des robots qui fixaient cet équilibre, et parfois contre-économique. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on ne doit pas revenir aux fondamentaux? C'est-à-dire se détacher des robots, de l'algorithme? Parce que finalement, les monnaies programmables, il y a bien quelqu'un qui les programme. Oui, on est d'accord. C'est pas se détacher de la mécanique, de la technique. Mais quelle est l'intention de la technique? Et l'intention de la technique, ça serait peut-être de chercher des équilibres économiques plutôt que financiers, des équilibres peut-être environnementaux, sociétaux. C'est techniquement possible, en paramétrant la monnaie, en paramétrant l'économie. Et qui la paramétrerait alors? Ça, c'est le sujet essentiel. Parce que tout le monde est d'accord pour dire, s'il y avait plus d'équilibre, peut-être qu'on serait tous dans une structure globale sociétale plus équilibrée, donc on serait mieux. La question, c'est qui s'autoriserait à faire ça? Et là, c'est extrêmement dangereux aussi, on le sait. Est-ce que ce serait des marchés? Et on revient sur la question des marchés financiers ou économiques. Il y a cette dualité forte même qu'on retrouve à Paris entre la bourse du commerce et la bourse du Paris. Le principe des marchés financiers, c'est la dérégulation d'une certaine façon, la déprogrammation. Pour moi, les marchés financiers, c'est la liberté de l'argent, mais dans un cadre. Il y a des règles du jeu. C'est comme le sport. Vous faites du foot, du rugby. Vous avez certes une liberté d'action. Il y a un objectif, c'est marquer des buts ou des essais, mais il y a quand même des règles. C'est vrai. Et je crois que on est sur le sport économique et le sport financier. On doit être dans le même esprit. La liberté absolue, elle peut pousser à, comment dire, à quelque part des choses qui sont contraires à ce qu'il y a de positif dans la liberté. Donc, qui peut poser ces questions? Ça peut être les marchés, ça peut être la démocratie, ça peut être des entrepreneurs très puissants. Quand vous dites la démocratie, c'est-à-dire le peuple, une forme de démocratie participative. Alors, chacun pourrait dans son coin... C'est l'objet des DAO. Distributed Autonomous Organization. Est-ce que les DAO aujourd'hui ont un impact conséquent et réussi à être appliqués modestement? C'est quoi un DAO juste? Alors c'est quelque part un token qui est programmé pour qu'on puisse, il y a un certain nombre de paramètres qui sont programmés au sein des blockchains pour pouvoir définir de manière collective, dans un commun, certaines valeurs, certaines règles, ou des règles ou des valeurs. C'est une vision démocratique. C'est une vision quelque part de la Vox Popula. La Vox Populaire n'a pas toujours raison, et je pense qu'on peut parler d'équilibre. Donc, mais il y a peut-être des pistes sur ces points. Ou ça peut être aussi une administration, je dirais quasi soviétique, et là, il y a aussi un vrai danger. Et d'ailleurs, sur ce point de vue, dans le développement actuel des monnaies digitales de banque centrale, on peut se questionner, parce qu'ils sont en train de créer des monnaies digitales programmables, et est-ce que on s'assure des justes équilibres quand c'est des administrations non élues qui, définissent les règles du jeu, on peut se poser la question. Mais justement, donc ça veut dire que ça signifie contrôle, ce que vous dites. Ça veut dire qu'il faut un contrôle. Mais donc ce contrôle, il n'y a pas un risque de contrôle technocratique, justement? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, qu'elles soient petites, grandes ou très grandes, ne sont pas à certains égards contrôlées par les marchés financiers, par la règle de la rentabilité? Par la règle de la rentabilité, oui, ça c'est sûr. Mais rentabilité qui est parfois contre-économique. Et on l'avait vu tout à l'heure sur les éléments sur le DAX. Contre-redistributive, je dirais.
elle est distributive au sein du pôle des actionnaires. Des actionnaires. Moi, pour moi, ce que j'aime bien voir dans l'actionnariat, c'est la vox populi du capital. Mais c'est vrai, de toute façon, c'est pas autre chose que ça. Mais c'est le cas. Donc en fait, étendre ce principe, par exemple à des employés, à des citoyens, est-ce que ça fait sens ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à tester là-dessus? Moi, je pense que oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on sent tous qu'on a perdu certains équilibres. Vous évoquez c'est-à-dire le bien commun, l'intérêt commun? Le bien commun, à vouloir trop le bien individuel. Ouais, c'est le principe du capitalisme. Voilà. Oui. Pas que. C'est une vision de société aussi. C'est le, comment dire, c'est une des variables de notre société. Oui, mais on a quelque part, on a détérioré, à mon sens, notre environnement, qu'il soit social, qu'il soit économique, qu'il soit politique, géopolitique. Et on a considéré que ce que notre potager, en quelque sorte, nous transmettait, ce que notre verger nous transmettait, était automatique. Et on se rend compte qu'à pas prendre soin du verger, on a beau prendre soin de son pommier, on a beau prendre soin de ses plants dans son verger ou dans son potager, on oublie de prendre soin de la terre, de l'environnement, de l'eau. Et c'est des problématiques d'ailleurs dans le monde agricole qu'on revoit aujourd'hui. Donc la parallèle avec le monde agricole est intéressant parce que je pense qu'il faut revenir peut-être à une recherche, peut-être un horizon, pas atteignable, mais une recherche d'équilibre. Donc, est-ce qu'il faut des valeurs autres que les valeurs stricto sensu comptables qu'on connaît aujourd'hui? Peut-être, mais attention, ça peut être l'enfer comme le paradis, ça dépend comment c'est construit, et ceux qui critiquent ça, même si moi je défends ces réflexions, ont raison, à mon sens, d'être vigilants. Alors, qui devrait justement créer ces paramètres de monnaie dynamique, de monnaie pour moi, ça devrait être des débats démocratiques, comme on a la démocratie, la loi. La base, c'est la démocratie. Okay. Aujourd'hui, oui. Et quand je vois que les lois sont définies par quoi? Par un principe de justice via l'action de l'exécutif et du politique. Et l'Assemblée nationale, en quelque sorte, et dans la plupart des pays démocratiques. Donc, est-ce que s'il y a des règles qui sont fixées sur la monnaie... Il y en a de moins en moins des pays démocratiques. Alors, c'est un débat. Disons qu'il y a moins en moins de démocratie qui s'exprime aujourd'hui, quels que soient les pays, à mon sens. Donc, en fait, est-ce qu'on peut refaire oxygéner un peu l'expression? Parce qu'on est dans un problème d'optimisation. Vous avez plusieurs millions de personnes, plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards. Et vous cherchez à optimiser leur satisfaction. Historiquement, c'était la vision capitalistique. Est-ce qu'il ne faut pas interroger, notamment avec le big data et autres, chacun des individus de manière directe ou indirecte? Si vous voulez vraiment optimiser la satisfaction, c'est impossible. Aujourd'hui, si. Et vous regardez Twitter, les IA analysent l'opinion, le sentiment généralisé. C'est comme... je vais revenir sur cette notion de pays démocratique, de démocratie. Il y a une étude, un rapport très intéressant qui a été publié il y a quelques semaines d'un think tank suédois qui explique que 2024 et 2025 ont assisté à un effet ciseau. C'est-à-dire qu'il y a plus de pays autocratiques que de pays démocratique actuellement dans le monde. 70% de la population mondiale vit actuellement sous un régime autocratique. Est-ce que finalement cette question qu'on est en train de soulever, c'est pas juste, je dirais, le monopole des économies favorisées? Est-ce que c'est vraiment ce que le monde attend? Est-ce que c'est pas juste un débat qu'on a ici à Paris dans le 8e arrondissement? Je vais te dire, à certains égards, tu as raison. Et on voit clairement, quand on voit le dynamisme qu'il y a, un certain dynamisme en Afrique aujourd'hui, ils sont vraiment loin de tous ces sujets-là. Ce que tu disais avant. Mais pour autant, est-ce qu'il y a des limites économiques planétaires? Non. Pour toi, non? Mais économiques. Je veux dire, quand tu regardes aujourd'hui les problématiques qu'il y a, par exemple, sur les terres agricoles aux États-Unis qui ont été surexploitées au point qu'elles deviennent non fertiles, ou presque, il y a des vraies problématiques. Donc, moi, je pense qu'on peut au moins poser la question, est-ce que c'est the cherry of the cake? Je pense pas uniquement, pour dire. Je pense que il y a des frontières qui sont en train d'être posées. Ouais, et je pense que mettre en avant ces questionnements, c'est anticiper peut-être l'avenir, d'autant plus qu'on sent aujourd'hui que le modèle qui a été construit dans les années 70 arrive à une maturité relative. Maturité, moi je parlais plutôt de crépuscule. Je pense qu'il peut retrouver sa modernité, mais il faut innover, toujours et encore. Et ces questionnements-là, et ça passera par la monnaie. Je pense. Et c'est en train de passer par la monnaie, mais... De toute façon, c'est le point commun qu'on a tous, finalement. Mais avec un danger conséquent que tu as mis en avant, Louis-Antoine, c'est qui décide, comment on décide. Exactement. Moi, je pense que la démocratie est une force. Ouais, vous dites l'autocratie, mais il faut voir une chose. La démocratie, c'est l'horizontalité. Ouais. L'autocratie, c'est la verticalité. Il faut les deux. Donc, en fait,
Si on n'interroge pas la satisfaction de la base pour axer vers des décisions exécutives, alors on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas qui plaît à quoi. Ou alors on dit, on place et l'action et la pensée dans la verticalité, mais c'est pas l'esprit historique de l'Occident tel qu'il a été pensé, je dirais, il y a 2 siècles ou au siècle des Lumières. Yann, passionnant ce que vous nous dites. Malheureusement, bon, le temps file. Dernière question, Yann. Si la monnaie reflète les priorités d'une époque, que dit la monnaie actuelle de notre société? Alors, je pense que je ne vais pas vous surprendre, mais je pense que la monnaie et la société actuelle, elle est individualiste. On parlait, donc c'est une force, mais on doit peut-être retrouver plus de communs aujourd'hui. Je me souviens de Christine Lagarde qui disait que la monnaie était un bien commun. Donc, dans commun, il y a commune, en quelque sorte. Je rigolais un peu de ça, mais voilà. Donc, individualiste, est-ce qu'on doit interroger le commun? Peut-être. Et dans l'intérêt de tout le monde, y compris dans l'intérêt de l'individu. Ensuite, est-ce qu'il ne manque pas un peu de sens? Et d'où la question que vous mettiez en avant peut-être sur le fait de redonner d'autres valeurs à la monnaie, avec tout le risque que ça comporte, une financiarisation ou une vision de valeur. Et je dirais qu'à certains égards, c'est mon point de vue personnel sur le monde des cryptos, la recherche de gains furtifs, instantanés, il y a un caractère que moi je qualifierais parfois de finance pornographique, désolé du terme, mais on cherche à satisfaire rapidement, de manière fugace, individuelle. Je pense qu'il y aurait une nécessité de quelque chose d'un peu plus solide, et je pense que ces questionnements sur la monnaie programmable et les monnaies programmables font partie peut-être de ce terreau pour revenir sur la construction plus dans le moyen-long terme, la satisfaction du travail dans le moyen-long terme et la satisfaction de la construction, de la réalisation. Yann, alors désolé, j'annonçais une dernière question, mais finalement j'en ai une dernière. Ok, on comprend effectivement que la monnaie pourrait être adossée au respect de valeurs sociétales, valeurs éthiques, valeurs écologiques. Mais dans ces cas-là, vous imaginez pour un directeur administratif et financier de piloter sa trésorerie en fonction de ces critères? Ça nécessiterait de la comptabilité multidimensionnelle. C'est déjà étudié. C'est déjà étudié. Okay. Il y a quelques startups qui travaillent sur le sujet, mais elles sont obligées de s'adapter à un cadre qui n'est pas du tout adapté à ça. Est-ce que c'est possible d'avoir ce qu'on a... À l'époque du Bitcoin, ils avaient créé les colored coins, donc c'est monnaie colorée. Donc c'est la même idée. Est-ce que quand on fait des jeux de plateau, il y a des jeux où on gère différentes monnaies de différentes couleurs, avec différentes fonctions? Oui. Donc est-ce qu'on est capable de le faire? Oui. Est-ce que c'est contre-intuitif? Oui. Est-ce que c'est dangereux? Oui. Et en même temps, est-ce que ça peut être fun si c'est bien construit? Oui. Mais c'est l'enfer ou le paradis. C'est ce que vous disiez en introduction. Il faut une approche yin-yang équilibrée. Ça peut être l'enfer ou le paradis, c'est exactement ce que vous avez dit. Et d'une manière plus philosophique, ce serait le yin et le yang. Il faut un juste équilibre à trouver. C'est ni mal ni bien, mais en tout cas, il faut en parler. Parce qu'aujourd'hui, ces choses-là se décident en sous-main. Il n'y a pas de débat démocratique de fond. Il y en a un peu, mais modestement. Il n'y a pas de débat marqué. Et je pense que c'est vraiment essentiel de pouvoir en parler et tenter d'en débattre. L'apanage d'une certaine élite, et c'est ça que je vous disais finalement. Est-ce que ce bien commun que vous mettez sur la table, est-ce que ces monnaies programmables vont dans le sens du bien commun? En l'état? C'est ça la question. Ce n'est pas sûr. Exactement, je suis d'accord. Merci Yann. Merci à vous. Yann Le Floch d'avoir été avec nous ce matin. Yann, vous êtes ingénieur, vous êtes centralien, c'est ça? Ingénieur des mines. Ingénieur des mines, oui. Spécialiste des monnaies, de la démocratie. Et cette interview est tirée d'un papier que vous avez rédigé, que vous m'avez envoyé. Je vous remercie beaucoup parce que j'ai appris énormément de choses et c'est le principe et ce que j'aime dans mon métier. À très bientôt Yann. À très bientôt, c'est prévu d'ailleurs. Nous de notre côté, écoutez, on va clore là-dessus. Pas de point bourse. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition du live de TV Finance. Je vous souhaite une excellente journée.